Ouais, je vais en avoir besoin aujourd'hui. Elle a beaucoup fait parler d'elle depuis qu'elle a été annoncée en 2018. Avec des infos lâchées au compte-gouttes, elle a surtout levé beaucoup de questions. Repoussée plusieurs fois à cause du Covid, elle est finalement rentrée en vigueur en septembre dernier. Je parle évidemment de la réforme des classements. La réforme des classements. Vu qu'on s'attaque à un gros morceau aujourd'hui, j'ai chapitré la vidéo, vous retrouverez tous les timecodes dans la description. N'hésitez pas à faire des allers-retours dans la vidéo pour y voir plus clair. Avant de voir ce qui a changé, je vous propose un rapide tour du fonctionnement du calcul des classements avant cette réforme. Alors, il dit rapide, mais on va faire au mieux parce que c'est pas tout simple non plus. Du coup, on commence par où? On va commencer par prendre un exemple, ça sera tout de suite beaucoup plus clair. On va prendre mon cas, sur la saison 2021-2022, ça permettra de mettre des chiffres plutôt que de dire tout le temps un classement au-dessus, un classement en dessous. Ça convient tout le monde? T'es bien au courant que les gens là ils peuvent pas te répondre. Quel que soit votre classement, voici le nombre de points que vous remportez en cas de victoire en fonction du classement adverse. Alors, bon bah ça a pas l'air compliqué, on regarde le palmarès, on regarde les classements auxquels tu gagnes, on trouve les points associés, on additionne. Et paf! Ça fait ton total de points? Oula, tu vas un peu vite. Pour commencer, on prend pas toutes les victoires, on va seulement compter les meilleures. Mais on en prend combien? Bah ça dépend de ton classement et du ratio victoire-défaite. Attends, je croyais que les défaites comptaient pas dans le classement. Depuis 1997, on perd plus de points quand on perd un match? Non, tu ne perds pas de points. Mais les défaites comptent dans ton ratio. C'est le fameux V-E-2I-5G. Ah, j'en ai déjà entendu parler. Mais j'ai jamais vraiment compris. T'inquiète pas, on va prendre le temps de détailler tout ça. V, c'est ton nombre de victoires. Toutes tes victoires, forfait compris. E, c'est ton nombre de défaites à classement égal au tien. I, ce sont les défaites à classement inférieur. Et G, ce sont les grandes défaites, celles à 2 classements en dessous et moins encore. Pour les défaites, on ne compte pas les WO, sauf si tu as dû faire plus de 3 forfaits dans ta saison. À partir du 4e forfait, chacun va te coûter un G, une grande défaite. D'accord, ok. Et pour les défaites avec des classements au-dessus du mien, tu ne les comptes pas. Et c'est plutôt logique. Sur le papier, tu es censé gagner tous tes matchs contre un classement inférieur, gagner en moyenne une fois sur 2 quand tu joues au même classement que toi, et tu es censé perdre quand tu joues contre plus fort que toi. Donc logiquement, on ne compte pas les défaites quand tu es censé perdre. C'est également pour ça qu'une défaite à 2 classements en dessous te pénalise beaucoup plus qu'une défaite à classement égal. Comment ça, plus? Oui, plus, c'est le coefficient qui est à côté de la lettre. Une grande défaite, G, te coûte 5 fois une défaite à classement égal. Ok, ça se tient. Bon, et maintenant? Maintenant, on fait les comptes. Pour ça, on va prendre les résultats de ma saison. 16 victoires, les défaites à 5-6 et 15-1 ne comptent pas, 8 défaites à 15-2, 3 défaites à 15-3, et pas de défaites à plus de 2 classements d'écart. On reprend notre ratio et on remplace les lettres par les valeurs qu'on connaît maintenant. Ce qui fait 16, moins 8, moins 2 fois 3, moins 5 fois 0, 2. Mon ratio de la saison est 2. Ah ouais, ça fait pas beaucoup 2 quand même, hein. Mais attends, t'en fais quoi de ce 2? Ce chiffre me permet simplement de savoir si j'ai des victoires supplémentaires qui sont comptées dans mon calcul, puisque je te rappelle qu'on compte pas toutes les victoires, mais seulement les meilleures. Ah oui! Et 2 du coup, ça t'en donne plus ou pas? Ça m'en donne une, oui. Chez les 4e séries, si ton ratio est entre 0 et 4,9, tu as une victoire supplémentaire. Entre 5 et 9,9, 2 victoires supplémentaires, etc. Pour les 3e séries, tu as une victoire supplémentaire si ton ratio est entre 0 et 7,9, 2 victoires si on est entre 8 et 14,9. Seules les premières et secondes séries peuvent avoir des victoires en moins si leur ratio est trop bas. Attends une seconde, 14,9? Il sort d'où ton virgule 9? Comment tu fais pour avoir un virgule 9 alors que tous les chiffres du calcul sont des entiers? Ça, c'est parce que je fais que des matchs en format long, en format 1 ou 2. Soit 3 sets de 6 jeux, soit 2 sets de 6 jeux plus le super tie-break. Avec l'arrivée des TMC, on a vu de plus en plus de matchs au format court, avec des sets de 3 ou 4 jeux gagnants. Du coup, la Fédé a décidé d'appliquer un coefficient sur ces victoires-là. Ah, je comprends. Sinon, un match de 4 jeux compterait autant qu'un match classique. Ok. C'est ça. Donc, un match de 2 sets de 4 jeux vaut pour 0,6 et un match de 2 sets de 3 jeux vaut pour 0,4. Le format de tes matchs rentre en compte dans le calcul du ratio, pour les victoires et pour les défaites. Ok, ça devient relou. Bon, maintenant qu'on a le ratio, on fait quoi? On vérifie simplement combien de victoires sont prises en compte, et c'est parti. Donc à mon classement de 15-2, j'ai 8 victoires qui sont comptabilisées, plus une victoire supplémentaire grâce à mon ratio positif. Ok, 9 victoires. Donc si j'ai bien compris, tu pourrais avoir 50 victoires, on compterait quand même que les 9 meilleures?
C'est pas un peu abusé ça? On compterait 9 victoires à condition que les 50 victoires ne fassent pas monter mon ratio. Et non, il y a une explication à ça. C'est pour éviter que tu puisses monter en battant une trentaine de joueurs qui sont moins bien classés que toi. Sans ça, tu pourrais monter 31 en battant juste des non classés. Ok, ça se tient. Bon, on disait 9 meilleures victoires. Ça te fait combien de points? On va compter. On reprend le tableau de tout à l'heure et c'est parti. Une victoire à 15-1, 90 points. 2 victoires à 15-2, 2 fois 60, 120 points. 3 victoires à 15-3, 3 fois 30 points, 90 points. 3 victoires à 15-4, 3 fois 20, 60 points. Les autres victoires ne sont pas prises en compte. Total, 360 points. Attends, juste pour être sûr, comment tu fais pour augmenter ton total de points si ton nombre de victoires prises en compte est toujours le même? Deux solutions, soit j'augmente mon ratio pour avoir plus de victoires comptabilisées, soit je bats de meilleurs joueurs. Dans mon cas, si je bats à nouveau à 15-1, je vais gagner 90 points, mais attention, je vais perdre 20 points parce qu'il y a un des 15-4 qui sort de mes victoires comptabilisées. Ok, c'est bien ça. Du coup, 360 points, tu fais quoi avec ça? Tu descends, tu montes, tu te maintiens? Tiens, mais d'ailleurs, combien de points il faut pour tout ça? Pour savoir ça, on se réfère toujours au même document, celui des barèmes. Et on voit qu'à 15-2, le nombre de points demandés pour se maintenir est à 340. À 360, c'est bon, je me maintiens. Oh, c'est dommage, à 10 points près, tu passais 15-1. Oula non, j'étais bien loin du 15-1. Il me manquait 130 points pour monter. Quoi? Attends, je comprends pas là. Quand tu regardes si tu as les points pour un classement, il faut que tu calcules ton palmarès par rapport au classement que tu vises. Non, j'ai pas compris. Ok, on a calculé mon ratio, V moins E moins 2I moins 5G, avec mon classement actuel à 15-2. Mais pour voir si je monte, il faut calculer ce ratio comme si j'étais déjà 15-1, et voir si j'ai les points pour me maintenir à ce classement. Dans ce cas-là, mon ratio qui était de 2, il passe à moins 35. Et mon nombre de points, il tombe à 240. Ah, ça y est, je comprends mieux maintenant. Et bien quand le logiciel de la Fédé calcule ton classement, c'est comme ça qu'il fait. Avant septembre, il commençait son calcul au classement de ta meilleure perf, plus 1. Donc si ma meilleure perf c'était 15-2, il commençait son calcul à 15-1, c'est ça? Exactement. Ce qui fait que tu pouvais être 15-1 sans jamais en avoir battu. Et si tu n'as pas les points pour te maintenir, le logiciel recalcule à 15-2, puis à 15-3, etc., jusqu'à ce que tu aies un nombre de points suffisant pour te maintenir à un classement. Et en début de saison, avec la remise à 0, j'ai pas les points pour me maintenir vu que techniquement je suis à 0. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de descente sur les classements mensuels. Et puis j'ai dit qu'il calculait ton classement, pas qu'il te l'appliquait. De plus, la descente était limitée à un classement par saison, même si tu jouais pas. Ok, c'est plus clair. Bon, il reste des choses à voir avant qu'on passe à la réforme? Je rajoute simplement qu'il existe des bonus qui vont s'additionner à ton bilan sous certaines conditions. Il y a notamment un bonus de 50 points pour les 4e et 3e séries et 100 points pour les secondes séries pour les joueurs qui n'ont pas perdu à leur classement ou en dessous. Il y a des points bonus en cas de victoire de championnats départementaux et il y a quelques points à aller gratter pour des victoires en double, mais ça va pas chercher loin. Et ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Eh bah c'était un sacré morceau quand même. J'espère que la réforme change pas tout parce que j'ai pas prévu de Doliprane dans le café. Je précise une chose avant qu'on attaque cette deuxième partie de vidéo. Je vais parler de la réforme avec les infos qu'on a aujourd'hui, au moment où j'écris et je tourne cette vidéo à la deuxième moitié d'octobre. J'ai lu les publications de la Fédé, j'ai regardé les interviews, j'ai participé au webinaire qui parle de ces changements, mais il y aura peut-être des situations particulières qui nécessiteront des ajustements par la suite. En cas d'erreur de ma part ou de nouvelles informations, vous retrouverez toutes les mises à jour dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Un des gros changements de cette réforme, c'est la prise en compte des matchs sur 12 mois glissants et non plus à la saison. Donc les matchs de novembre 2022 compteront jusqu'en novembre 2023, date à laquelle ils seront remplacés par le nouveau palmarès. Ah oui, mais j'ai lu que ça allait forcer les joueurs à jouer beaucoup plus, non? Alors garde bien toutes les questions que tu te poses pour la fin, j'essaierai d'apporter une réponse aux commentaires que j'ai lus le plus souvent. Je reprends. La différence avec le fonctionnement d'avant, c'est qu'il n'y a pas de remise à zéro des compteurs à la fin de la saison. Avant, les palmarès de tous les joueurs étaient remis à zéro après le calcul final de septembre, ce qui pouvait donner des situations un peu absurdes. Alors je sais qu'on est qu'en avril, mais j'ai tout juste les points pour monter, du coup je préfère arrêter de jouer jusqu'à la fin de la saison de peur de faire une contre et d'avoir mon ratio et mon nombre de points qui diminuent. Ou encore, oula, moi je suis à ça de descendre, alors je préfère arrêter la compète pour le moment, et puis j'attendrai le début de la saison pour reprendre. Deux situations dans lesquelles le joueur n'est pas incité à jouer, que ce soit pour sécuriser une montée ou par peur de descendre. Sauf qu'en vrai, peu importe où on en est de notre bilan, on ne devrait pas être sanctionné parce qu'on prend la décision de jouer. Donc la Fédé a préféré supprimer cette remise à zéro, et à la place, on a un palmarès qui dure 12 mois et qui glisse tout au long de la saison. C'est bon pour la partie glissement?
Qu'est-ce que tu fais? Je note mes questions. J'ai bien compris le fonctionnement, mais je me pose des questions sur les implications possibles de ce changement. Ouh, je sens que la partie questions-réponses va être longue. En tout cas, note aussi une chose, je ne lis pas l'avenir et je n'ai pas la science infuse non plus. Oui, je sais. Bon, 12 mois glissants, ok. Qu'est-ce qui change encore? Un autre changement majeur, c'est la prise en compte du classement des adversaires au jour du match. Comment ça? C'était pas le cas avant? Oui et non. Le classement au jour du match était pris en compte dans le calcul mensuel, mais pas dans le calcul de fin de saison. Dans le calcul de fin de saison, c'était le classement des adversaires à la fin de la saison qui était pris en compte. Du genre, j'ai battu Michel 32 en avril, mais il fait une bonne saison et finit 15-5 fin août. Du coup, il compte comme une victoire à 15-5 pour moi. Ouais, c'est ça. Mais attends, si la montée de Michel me permet de monter, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ma montée empêche la sienne? Une espèce de paradoxe du grand-père, mais pour les classements de tennis. Je monte parce que lui, il monte, mais si je monte, lui, il monte plus. Et vu qu'il monte plus, moi, je monte pas... What? Tu pars trop loin. Honnêtement, je n'ai aucune idée de la façon dont le logiciel qui devait sortir ce genre de situation faisait. Ça a sûrement dû arriver et les techniciens derrière ont dû s'arracher quelques cheveux. Mais c'était pas le propos. Pardon, excuse-moi de m'intéresser. Bon, ça change quoi alors? Selon moi, la prise en compte du classement apporte avant tout de la lisibilité. À tout moment dans ma saison, je sais combien de points j'ai et si je suis plus ou moins proche de monter. Ça évite les comptes d'apothicaire du style « Alors, lui, il a fait une bonne saison, du coup, il pourrait monter, il pourrait me rapporter 90 points au lieu des 60. Lui, par contre, il pourrait compter comme une contre. Aïe, 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 aïe. Du coup, il faudrait que j'y gagne. » Bref, ce genre de réflexion qui prend la tête et surtout qui nous éloigne du jeu. Mais surtout, ce changement enlève une injustice qui était présente avant. Reprenons l'exemple de Michel qui était 32 en avril et 15-5 à la fin août. Pourquoi je mériterais plus de points alors que c'est lui qui a progressé? Parce que tu l'as battu, donc t'es meilleur que lui? J'ai été meilleur que lui en avril. Ça c'est sûr, j'ai un résultat de match qui me le prouve. Mais absolument rien ne me prouve que je suis en capacité de faire pareil fin août. Ok, pas faux. Mais pour les tournois en fin de mois, du genre, je bats Michel 32 le samedi et le mardi, à la sortie des classements, il est monté 31. Alors, je reconnais que cette situation particulière est frustrante. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que c'est pas une situation qui est si courante que ça. C'est pas tous les jours que je vais battre un adversaire qui monte la semaine suivante. De plus, les juges arbitres ont des outils qui permettent de limiter ce genre de cas. S'il fait un tableau au moment de la sortie des classements et qu'il ne peut pas actualiser les classements des joueurs, au risque de devoir refaire ses tableaux, mais surtout de devoir refuser des joueurs qui auraient changé de classement. C'est pas grave, il peut quand même faire jouer les joueurs à leur ancien classement, et dans ce cas-là, il prévient l'adversaire et ça sera quand même le nouveau classement qui sera pris en compte. Je ne sais pas encore ce que donnera ce genre de situation sur place, il nous faudra un peu de recul pour voir tout ça. Salut, c'est Romain du Montage qui sort du tournoi de Mondonville, sur lequel les classements n'ont pas été actualisés avant de faire les tableaux. Du coup, je me suis retrouvé à rentrer dans le tableau à 15-2, alors que moi je suis descendu 15-3, et j'ai battu un adversaire 15-1, qui lui était redescendu 15-2. Et du coup, c'est bien les classements au jour du match, même si ce n'est pas affiché sur le tableau, qui compte. Ok, mais s'il y a un mec qui a pas le classement de son niveau, qui traverse le tableau, qui envoie tout le monde en consolante, il va donner un contre monstrueux à tout le monde. Idem, le juge arbitre a des outils. Il peut faire une demande de reclassement auprès de la ligue, et si elle est acceptée, le nouveau classement du joueur sera appliqué de manière rétroactive sur le tournoi. Oh, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pour ça que les juges arbitres auront un rôle primordial lors de la phase de cette transition vers le nouveau système. Ok, donc à voir sur le moyen et le long terme du coup. Est-ce qu'il y a d'autres changements? Oui, la descente est limitée. Alors, c'était déjà le cas avant, mais je vais prendre 2 minutes pour détailler tout ça quand même. Avant, comme maintenant, tu ne peux descendre que d'un classement par saison, même si tu ne joues pas du tout. Ici, en plus, on applique les 12 mois glissants. Exemple, je suis personnellement descendu 15-3 en octobre 2022, je ne pourrai pas descendre en dessous de 15-3 avant octobre 2023. Jusque-là, c'est clair, une seule descente sur 12 mois. Non, justement. Je reprends, je suis descendu 15-3 en octobre, mais si je remonte 15-2 en décembre par exemple, je pourrais quand même redescendre 15-3. Mais je pourrais pas descendre en dessous de ce classement, pas avant octobre. Ah oui, c'est moins simple qu'il n'y paraît. Mais on risque pas de se retrouver avec des joueurs qui font l'ascenseur, qui font monter-descendre d'un mois sur l'autre, s'ils sont juste à la limite de leur barème? Alors avec les infos que j'ai, c'est pas impossible.
Maintenant, il faudra voir sur le terrain si cette situation peut vraiment arriver et si la Fédé décide de faire quelque chose pour ça. Après, c'est pas une situation qui est vraiment dérangeante, dans le sens où elle reflète vraiment le niveau du joueur, c'est-à-dire il oscille entre 15-2 et 15-3. Par contre, ça peut créer un peu de frustration, je comprends. Autre chose à noter, votre classement sera bloqué si vous ne faites aucun match homologué sur une période entre 3 et 5 ans. Ça évite de trop descendre. Ok. D'autres changements? Deux choses. Rappelle-toi, avant, tu pouvais monter jusqu'à un classement au-dessus de ta meilleure perf. Si tu bats un 15-3, tu peux monter jusqu'à 15-2. Aujourd'hui, c'est plus possible, tu montes jusqu'au classement de ta meilleure perf, pas au-dessus. Ok, plutôt logique. Mais si je bats un 15-3 mais pas de 15-4, est-ce que je peux monter 15-4? Oui, tu peux. Tu peux monter jusqu'au classement de ta meilleure perf. Et en dessous. Ok. Et la deuxième chose? Les bonus et autres bonifications ont été légèrement adaptés au niveau des joueurs. Mais ça reste anecdotique. Bon, on a fait le tour sur les changements proposés par cette réforme des classements. C'est le moment où tu poses tes questions. Alors, j'en avais trois. Numéro 1. Est-ce que la réforme va pousser les joueurs à jouer plus pour se maintenir? Difficile d'être catégorique dans ma réponse. Selon moi, cette nouvelle réforme n'impose pas un rythme aux joueurs, même avec le système des 12 mois glissants. Mais comment ça se passe pour un joueur qui n'a pas la possibilité de jouer l'hiver par exemple, s'il n'y a pas de tournois qui sont organisés autour de chez lui? Si tous les ans il ne joue pas de décembre à mars, alors rien ne changera pour lui. La réforme ne le pousse pas à jouer plus, mais à jouer plus régulièrement d'une saison sur l'autre. Comme ça, les périodes de creux sont remplacées par une nouvelle période de creux. Néanmoins, la question se pose pour un joueur qui ferait une saison plus chargée que la précédente et ne pourrait pas réitérer la saison d'après. Et là, je sais pas bien ce que ça peut donner. À voir dans un an. Ok, deuxième question avec le classement pris au jour du match. Les premiers tours en contre pourront plus rapporter de points supplémentaires bonus. Du coup, ça pourrait faire diminuer le nombre global de points des joueurs. Est-ce que les barèmes ont été revus à la baisse? Pour les moments, les barèmes n'ont pas été modifiés, mais la Fédé se réserve le droit de faire des modifications en cours de saison. À mon avis, ils attendent de voir comment évoluent les classements au niveau national avant d'éventuellement faire des ajustements si nécessaire. Pour revenir sur ta question, les premiers tours de tournoi n'ont jamais pour but de te faire gagner des points pour ta montée. Ils sont là que pour deux raisons. 1. Augmenter ton ratio V-E-2I-5G avec un match que tu es censé gagner sur le papier. Et 2. Te permettre d'accéder à un match plus intéressant au second tour. Si tu te basais sur tes premiers tours pour avoir des points supplémentaires en espérant que tes adversaires montent au fil de la saison, je pense que tu faisais une grosse erreur de jugement, voire même qu'actuellement, tu es surclassé. Et tu viens d'enflammer la section commentaires. Troisième question, avec les classements pris au jour du match, vu qu'un contre ne peut plus faire une victoire en perf en fin de saison, est-ce que les organisateurs de TMC ne vont pas avoir du mal à trouver des joueurs en haut de leur fourchette de classement? Alors, question qui paraît intéressante, mais qui l'est pas tant que ça au final. Ah bah merci, ça fait plaisir. Ah, le prends pas mal, la situation que tu me décris était déjà présente avant la réforme. Et c'était pareil pour les tournois classiques, on avait du mal à trouver des secondes séries si on n'avait pas un match intéressant à leur proposer pour qu'ils aient des points justement. La réforme risque peut-être d'accentuer cette situation, c'est possible, mais elle n'a pas créé le problème. À charge pour les organisateurs de proposer un prize money intéressant afin d'attirer la fourchette haute de leur classement. Ainsi, le joueur le mieux classé aurait deux raisons de venir. 1. Tenter de remporter la compétition avec des matchs qu'il est censé gagner. 2. Augmenter son nombre de victoires et donc son ratio victoire-défaite. Question d'un internaute dans l'oreillette. T'as pas d'oreillette. Et toi, t'as pas d'imagination. Je disais donc, question d'un internaute sur mon écran. Ayman qui nous demande: quel est l'intérêt de faire deux classements à intervalles de temps très courts pour monter le joueur d'un classement et ensuite le faire redescendre? Cela mène juste de la frustration inutilement. Peux-tu m'éclairer sur ce point? Alors, je peux comprendre ta frustration, cher Ayman, et je suis désolé si j'écorche ton prénom. Mais comprends bien que cette réforme n'est pas là pour t'emmerder. Si tu es monté puis redescendu aussi vite, c'est sûrement pour deux raisons. 1. Tu avais un nombre de points tout juste ric-rac au-dessus du barème qui t'a permis de monter. Et 2. Tu avais des points en septembre 2021 que tu n'as pas pu défendre en septembre 2022. Je suis exactement dans le même cas. Et c'est ce qu'on disait, la réforme pousse à jouer régulièrement d'une saison à l'autre. Donc si tu joues en septembre de cette année, il faudrait que tu joues en septembre de l'année prochaine. Ok, je vois. C'est fini, j'ai plus de questions pour moi. Si vous avez des questions sur cette réforme et ses implications, l'espace commentaire est ouvert, j'essaie de répondre à tout le monde. Et s'il y a beaucoup de questions, peut-être que je ferai une deuxième partie de vidéo en réponse FAQ. Je le répète, certaines situations particulières n'ont peut-être pas encore de réponse pour le moment, mais elles en trouveront une au fur et à mesure de l'application de la réforme. Alors après cette longue explication, ne serait-il pas temps de faire un bilan ?
concis le bilan, s'il te plaît. Alors, au final, qu'est-ce que je pense de cette réforme? Tout d'abord, je pense qu'elle fait beaucoup de bruit. Pas complètement pour rien, mais beaucoup de bruit quand même. Mon avis général va dans le sens de la Fédé. Avec le classement pris au jour du match, le calcul me paraît plus juste. Si je bats un joueur quand il est 31, bah j'ai les points d'un 31. Reste le cas des tournois qui se font en fin de mois, qui peut générer beaucoup de frustration. En tout cas, ça génère déjà beaucoup de colère sur certains groupes Facebook. Mais je pense sincèrement que ces situations sont anecdotiques à l'échelle d'une saison. La suppression de la remise à zéro du palmarès devrait enlever un poids sur l'épaule des joueurs et peut-être même permettre à certains tournois qui étaient en fin de saison de se remplir plus facilement. Et je voudrais finir avec un mot tout personnel. Bah, je t'en prie, fais-toi plaisir. C'est ta vidéo après tout. Toute cette agitation autour des classements montre qu'on y accorde peut-être un peu trop d'importance. Pour les joueurs amateurs en tout cas, je veux dire du non classé aux secondes séries. Pour les joueurs pros, je comprends bien que le classement a toute son importance. Le classement, c'est juste une info qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on rentre dans un tournoi. Cette info est censée refléter notre niveau de jeu, mais le refléter seulement. Votre classement ne devrait pas être la seule donnée à vous définir. Vous n'êtes pas 31, vous avez un classement 31. Vous êtes un joueur classé 31. Vous êtes un joueur avant tout. Oh, c'est beau. Et ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo dense jusqu'au bout. Cliquez sur le pouce et abonnez-vous si vous comprenez un peu mieux le système des classements aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez en apprendre plus sur la pose des cordages, je vous donne rendez-vous tout de suite dans cette vidéo. Ciao.